Et notre invitée politique ce matin, c'est Raquel Garrido. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Raquel Garrido, on va commencer par cette intervention de Bruno Le Maire. C'était hier soir aux 20h de TF1. Bruno Le Maire qui revoit donc à la baisse la prévision de croissance pour 2024. Elle passe de 1,4 à 1%. Et il annonce 10 milliards d'économies sur les dépenses de l'État, en précisant que ça ne touchera ni la sécurité sociale, ni les collectivités et que les impôts des Français n'augmenteront pas. C'est le choix que vous auriez fait ? Bien sûr que non. D'abord, je crois que chacun doit prendre la mesure de ce que ça signifie d'enlever 10 milliards d'euros d'intervention de l'État, dont 5 milliards d'euros dans absolument tous les ministères, à proportion de leur taille. C'est ce qu'il a dit hier soir aux 20h de TF1. Ce qui veut dire que le ministère qui contribuera le plus à la coupe rase, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Alors j'ai fait mon petit calcul, 5 milliards d'euros divisés par tous les ministères à proportion de leur taille, ça devrait donner une réduction du budget d'éducation nationale à hauteur de 750 millions d'euros à peu près. Alors lui, il parle de dépenses de fonctionnement, hein, oui, Le Maire. Par exemple les salaires, c'est une dépense de fonctionnement. Vous pensez que ça touchera les salaires ? De toute façon, quand bien même... Il y a d'autres économies à faire que les salaires. La vérité, c'est qu'on n'en sait trop rien, hein. Parce que tout ça est d'une grande opacité, comme tout en matière budgétaire avec le macronisme. Moi, ce qui me frappe, c'est que, vous savez, la question de l'impôt et du droit qu'ont les Français à constater le besoin de l'impôt, sa répartition, son usage, etc., c'est aussi vieux que la Révolution française, hein, c'est l'article 14 de la Révolution française. Et pourtant, ce gouvernement-ci, d'abord, ne laisse pas les représentants de la nation que nous sommes avoir une vision correcte du budget. Ils sont passés systématiquement par 49.3, quand bien même il se dégage des majorités. Car je rappelle qu'il y a des majorités à l'Assemblée nationale sur les questions budgétaires, et notamment concernant les recettes. Parce qu'en réalité, si le gouvernement nous dit on manque d'argent, parce que la croissance n'est pas aussi forte que ce qu'on avait estimé. Donc, on a besoin de 10 milliards. Allez, allons trouver 10 milliards. Mais c'est facile de trouver 10 milliards. C'est facile de trouver 10 milliards. Les députés à l'Assemblée nationale, je ne parle pas seulement de la France Insoumise, hein, et je ne parle pas seulement de la NUPES. Les députés, majoritairement, avaient créé des recettes. Cette année, en commission des finances, et l'exercice budgétaire antérieur carrément dans l'hémicycle. Je rappelle que nous, les députés, avions proposé, par exemple, de supprimer la flat tax, qui est ce bouclier fiscal qui permet aux grandes fortunes de ne pas payer autant d'impôts. On avait mis en place une taxe sur les superdividendes. Souvenez-vous, c'était le fameux amendement du président Mattei. Tout ça, ça a été enlevé par 49. Donc vous dites que ce n'est pas sur les dépenses qu'il faut récupérer de l'argent, c'est sur les recettes. Mais bien entendu, le CICE qui ne crée pas d'emplois, le rétablissement de l'ISF. Enfin, les Français réclament à corps et à cri, et on l'a vu au moment des Gilets jaunes, le fait qu'on rétablisse l'ISF. Moi, je voudrais mettre en comparaison deux chiffres. Le CAC 40, lui, entre 2022 et 2023, il a progressé de 16%. C'est 124 milliards de dividendes, de bénéfices, pardonnez-moi, qui sont pour le moment calculés sur 25 des 40 entreprises du CAC 40. Voilà la progression de ce côté-là de ce pays. Et après, on nous dit c'est 1% pour le reste. Et à cause de ce 1%, et parce qu'on ne veut pas toucher au grisby des 124 milliards et des 16% de progression là-bas, chez les ultra-riches, alors du coup, on aura moins de profs, moins de pions. Il n'y a aucune économie de dépenses à faire pour vous. Mais pardon, à l'éducation nationale, dites-moi où. Dites-moi où à l'éducation nationale on peut payer moins. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir suffisamment... Je prends l'exemple des assistants d'éducation, ce qu'on appelait avant les pions. On a dû, par un effort du président Coquerel de la Commission des Finances, creuser pour s'apercevoir que dans le budget actuel de 2024, il y a une disparition nette de 1112 équivalents temps plein en pions. Et aujourd'hui, on vient nous expliquer qu'on va ôter 750 millions d'euros. L'augmentation, ou la prime plutôt, des infirmières scolaires. Parce qu'on parle harcèlement, on parle de question de protection des enfants par rapport à tout ça. On se dit, il faut peut-être des infirmières scolaires. Bon, donc pour que le métier soit attractif, il faut peut-être un peu les augmenter ou leur donner des primes. C'était 22 millions d'euros. Dites-moi voir comment je fais pour avoir une éducation nationale de qualité, avec des professeurs, des AESH,
en enlevant 750 millions. Enfin, je veux dire, c'est un massacre à la tronçonneuse. Et c'est injuste et ça n'est pas nécessaire. On peut aller chercher l'argent là où il est. Ce pays n'est pas un pays pauvre. C'est pas un pays qui est déprimé par rapport à sa capacité de production. Il peut le devenir. Parce qu'évidemment, si vous enlevez 5 milliards, 10 milliards en réalité, si vous enlevez 10 milliards d'euros dans la commande publique, ah oui, là, il y a des chances que vous plongiez le pays dans la récession. Et je rajoute ceci, 10 milliards, ce n'est que la moitié de ce que préconise l'Union européenne, car le pacte de stabilité a été renégocié. Le pacte de stabilité, c'est la façon dont, au sein de l'Union européenne, les États organisent les règles budgétaires. Il y a des nouvelles règles. Et Manon Aubry, qui est donc la présidente du groupe de la gauche, nous a expliqué au Parlement européen, oui, que si effectivement nous appliquons ces nouvelles règles, c'est 24 milliards d'euros par année qu'il faudra enlever. Donc là, il y a besoin vraiment que nous, les Français, on reprenne le pouvoir souverain sur le budget. Voilà, c'est nous qui payons les impôts, c'est nous qui déterminons les recettes, c'est-à-dire qui paye. Et aujourd'hui, le macronisme, c'est en fait un grand paradis fiscal pour des personnes qui ont un problème de patriotisme. Parce que le patriotisme, c'est d'abord contribuer au bien commun. Quand on ne vit que pour soi-même, quand on ne vit que pour s'enrichir soi-même et les autres... Mais tout le monde, ça faisait partie des propositions de Jean-Luc Mélenchon, que tout le monde contribue un peu à l'impôt. Est-ce que pour vous, tous les Français doivent payer l'impôt à hauteur de leurs moyens? Mais madame, bien sûr, mais surtout ils le font déjà. La TVA, le plus gros poste... c'est pas évident, pardon, il n'y a que la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu. D'accord, sauf que l'impôt sur le revenu, c'est une partie en fait minoritaire des recettes de l'État. Mais est-ce que tous les Français doivent payer l'impôt sur le revenu à hauteur de leurs moyens? Bien sûr, et dans une grande progressivité, nous avions défendu 14 ans d'imposition, etc. Mais surtout, il faut arrêter avec l'idée que certains payent et pas d'autres. La TVA, c'est la TVA qui est le plus gros poste de recettes fiscales. Donc à partir du moment où tout le monde paye la TVA, ça veut dire que tout le monde paye de l'impôt. Et en revanche, là, le TVA n'est pas progressif. Même Bon, mais vous remettez sur la table cette idée d'impôt sur le revenu pour tous. Non, c'est pas ça. Ça, c'est vous qui l'avez remis sur la table. Non, c'est pas moi. Ça faisait partie des propositions de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il faut les remettre sur la table? Là, oui, mais là, selon moi, je vous ai parlé. C'est rétablir l'ISF. C'est supprimer le CICE, c'est ôter la flat tax, c'est créer la taxe sur les superdividendes. Voilà déjà 4 premières mesures. C'est pas ça. C'est que si vous voulez, quand on sera au gouvernement, parce qu'on finira bien par y arriver, on fera la grande révolution fiscale qui effectivement prendra en charge la question de l'impôt sur le revenu. Mais aujourd'hui, le souci, pardonnez-moi, j'ai aucune confiance en Bruno Le Maire ou les macronistes. Et même pourquoi je ne leur fais pas confiance? Parce qu'ils ne sont pas prêts à soumettre à la délibération publique la question de l'impôt. Est-ce que vous trouvez ça, est-ce que vous trouvez normal quand même qu'un jour vous avez le Premier ministre qui dit on va faire telle aide pour les agriculteurs, ou un autre jour le président qui dit on va donner 3 milliards à l'Ukraine. Ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est très malsain. C'est-à-dire, vous avez le jour 1 où le président dit on va donner 3 milliards à l'Ukraine, et le lendemain, le ministre de l'économie qui dit on va enlever 10 milliards aux Français. Donc, s'ils avaient envie de générer dans la société française un refus en fait de l'aide à l'Ukraine, parce que c'est comme ça qu'ils présentent les choses. Je donne à l'Ukraine 3 milliards, j'enlève aux Français 3 milliards. Il n'aurait pas fallu donner ces 3 milliards. Mais c'est pas ça. Ah non, au contraire, moi je pense qu'il faut être solidaire avec l'Ukraine. Je suis pas certaine qu'en réalité ce soit 3 milliards. Attendez, vous savez très bien comme moi, un rapport parlementaire a indiqué que le mode de calcul de l'aide était un petit peu surestimé. Mais ce que je veux dire, c'est que là on est en train de faire passer pour l'aide à l'Ukraine quelque chose qui est en réalité tout simplement une logique de rétractation de l'État. Et sauf que l'État, c'est pas à eux. L'État, c'est pas à Macron. L'État, c'est aux Français. En fait, l'impôt, c'est nous. l'État, c'est nous. Et il y a toute une démarche, je pense, de réappropriation civique de souveraineté. La souveraineté, je le dis souvent, qu'est-ce que la souveraineté? C'est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Donc, c'est la question démocratique. Et là, vous n'y couperez pas, à mon laïus, sur la démocratie, la 6e République, l'importance de changer les règles actuelles, l'abolition du 49.3 et fondamentalement le fait que le président de la République n'ait plus autant de pouvoir et n'est pas le pouvoir. On va parler du président de la République, Raquel Garrido, puisqu'il donne ce matin une grande interview au journal L'Humanité, le quotidien communiste. D'abord, un mot sur la forme. C'est la première fois qu'un président en exercice donne une grande interview à L'Humanité. C'est un bon signal envoyé à la gauche? Oui, il était temps quand même. J'ai découvert que c'était la première fois. Je suis estomaquée. Le Parti communiste est un parti donc c'est un bon signal. Très important dans l'histoire de notre pays.
Alors c'est vrai que le Parti communiste faisait partie en 1958 des partis qui étaient contre la Ve République. Il était temps que le président... Donc là, bon point pour Emmanuel Macron. Oui, bon point pour l'humanité, on va dire. Est-ce que vous, d'abord, vous saluez la décision d'Emmanuel Macron de panthéoniser Missak Manouchian, ce résistant communiste? Oui, c'est magnifique. C'est magnifique que Missak Manouchian rentre au Panthéon, parce qu'avec lui, c'est l'histoire de la résistance, c'est effectivement l'histoire de l'antifascisme, l'histoire du communisme et l'histoire de la main-d'œuvre immigrée. Parce que peut-être que ce que les gens, et notamment les plus jeunes, ne savent pas bien, c'est que précisément le groupe de Manouchian, qui était donc ces 23 résistants que les nazis ont assassinés tout en faisant une publicité négative sur eux à travers la fameuse affiche rouge, étaient en fait des étrangers regroupés autour de ce groupe FTP-MOI, donc les francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrée. Et pourquoi c'est important qu'un immigré, donc un étranger, rentre au Panthéon? Précisément pour ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment, en 2024, où il y a une sorte d'hystérie xénophobe dans la société. Déjà, l'extrême droite, depuis toujours, cible toujours les immigrés comme étant les auteurs de tous les maux des Français. Et maintenant, vous avez aussi le macronisme qui embraye sur le même type de discours dès qu'ils sentent que le mouvement social est trop fort. En fait, quand les Français sont trop unis ensemble pour défendre leurs droits, là, le macronisme n'hésite pas à utiliser la vieille ruse de l'extrême droite qui est de cibler les immigrés. On l'a vu avec la loi immigration. Et par exemple, j'ai découvert que Missak Manouchian avait demandé la nationalité française 2 fois. Les historiens ont trouvé cette information. Ça me paraît tout à fait important parce que ça montre que même dans les années 30, là on parle avant la Seconde Guerre mondiale, Missak Manouchian et ses camarades étaient déjà face à ces politiques en fait d'hostilité à l'égard des immigrés. Moi, vous savez, je suis pas née en France, je suis devenue française à l'âge de 25 ans et j'ai eu aussi un mal fou à devenir française. À chaque fois, on m'a refusé la nationalité, naturalisation. Et moi ce qui me frappe, c'est que cet homme-là, qui a demandé par 2 fois la nationalité française, qui lui a été refusée, montre que nous, les Français, n'avons pas de raison d'avoir peur qu'il y ait plus de Français. Et quand je vois actuellement les débats, enfin je trouve ça grotesque, mais on va dire les affirmations sur la réduction du droit du sol, que ce soit à Mayotte, mais vous avez la droite, l'extrême droite qui dit qu'il faut que ce soit dans tout le pays, il faut qu'on réduise le droit du sol. Le droit du sol à quoi? À devenir français, c'est-à-dire l'idée qu'il faut qu'il y ait moins de Français. Et alors là, moi, Manouchian, pardon, mais c'est un rescapé du génocide arménien. Oui. Donc on peut imaginer, c'est ce que dit en tout cas Emmanuel Macron, qu'aujourd'hui il aurait obtenu la nationalité française. Je ne sais pas. Lui, alors ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les règles sur le droit d'asile. Mais lui, il n'a pas demandé en tant qu'exilé ou en tant que droit d'asile. Il a tout simplement demandé en tant que travailleur. Il était là depuis des années. Et puis voilà, c'est la main-d'œuvre immigrée. C'est pas exactement ce que dit aussi Emmanuel Macron dans cette interview, c'est que sa loi immigration, justement, elle permet la régularisation d'un plus grand nombre de travailleurs qui sont déjà sur notre sol. Non, pardonnez-moi, c'est vraiment... alors là, je vais pas... Pourquoi alors à ce moment-là que le RN l'a voté? Et le RN a voté la loi immigration. Elle est même passée grâce aux 6 voix qui manquaient au macronisme, les 6 voix qui venaient du RN. Donc moi je dis attention, toute aujourd'hui philosophie qui conduit à dire qu'il faut qu'il y ait moins de Français et donc qu'on naturalise moins, qu'on admette moins de Français à la nationalité, le moins d'étrangers à la nationalité, ce sont des philosophies mortifères, toxiques, qui sont déclinistes. Moi, je suis heureuse qu'il y ait de plus en plus de Français. Je trouve ça formidable d'être Français. Et plus il y en a, mieux c'est. Alors justement, puisque vous parlez du RN, Emmanuel Macron parle beaucoup du Rassemblement national dans cette interview. Il y a notamment cette phrase « Je n'ai jamais considéré que le Rassemblement national s'inscrivait dans l'arc républicain ». Vous ne pouvez plus lui reprocher son ambiguïté et d'être le marchepied du RN. Écoutez, Emmanuel Macron dit un jour zig, un jour zag. À ce propos-là, c'est ni fait ni à faire. Un jour, Attal dit un truc, un jour, Madame Borne dit un autre. Bon, ils se sont mis les pieds dans le tapis avec cette notion d'arc républicain tout seuls. Parce que comme ils pensent que c'est à l'Élysée qu'on décide qui est dans un prétendu art républicain, et comme ils sont tout à fait opportunistes, le macronisme, c'est un opportunisme. C'est ce que la constitutionnaliste Laureline Fontaine appelle le manque d'éthique de la fonction gouvernante. Leurs règles changent tout le temps. Alors, est-ce qu'ils sont dans l'arc républicain, le RN? Est-ce qu'à partir du moment où on a 88 députés, on est dans l'arc républicain pour vous? Madame, ça n'existe pas, l'arc républicain. C'est une notion qui était conçue par les macronistes
pour justifier des alliances avec l'extrême droite et pour essayer de diaboliser la France insoumise. Voilà, donc tout le monde comprend maintenant que c'était fake, hein, c'est fake news. Là, il dit le contraire, il dit qu'il ne met pas un signe égal entre les deux extrêmes, que le RN n'est pas dans l'arc républicain. Sur la France insoumise, je vais vous citer ce qu'il dit. J'estime que par leur position, certaines personnalités de la France insoumise combattent les valeurs de la République. Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que, évidemment, c'est faux, que pour moi, par exemple, prenons un principe républicain. Eh bien, le fait que les Français doivent constater l'impôt, la souveraineté populaire, c'est le premier des principes républicains. La concentration du pouvoir entre les mains d'un seul est par nature contre-républicain. C'est pas ça ce que disait Emmanuel Macron. Je me doute bien qu'il ne visait pas ça, parce que évidemment ça remet en cause l'exercice par lui-même de la fonction présidentielle. Donc voilà, il y a un degré de maturité en France, je pense, par rapport à ces notions républicaines. Non mais alors, il y a la phrase d'Emmanuel Macron, mais par exemple, quand vous voyez que la famille de Robert Badinter refuse que la France insoumise soit présente à l'hommage national, est-ce que ça vous interroge pas sur ce que votre famille politique représente aujourd'hui? D'abord, c'est une humiliation personnelle. C'est très triste pour moi. C'est horrible. C'est horrible. Vous êtes senti humilié? Mais bon, alors... Moi, je suis pour le débat. Hein. Je suis pour le débat, même vif. Je suis pour le débat, même vif. Et je suis prêt à écouter et à répondre à toutes les contradictions qui sont faites et les critiques qui sont faites à l'égard de la France insoumise. Pour certaines, d'ailleurs, sur lesquelles je suis moi-même d'accord, pour certaines. Pour d'autres qui sont d'une extrême mauvaise foi. Mais dans la mesure où on est dans un moment d'obsèque, un moment d'hommage, de toute façon, on ne peut pas répondre. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans le moment du débat même vif. Mais est-ce que du coup, c'était pas un peu indécent d'aller contre la volonté de la famille et d'être présent à cet hommage national? C'est pas ça le sujet. Un peu quand même. Non, alors non, le sujet n'est pas ici. Le sujet, moi je veux bien avoir une controverse intellectuelle, même avec Elisabeth Badinter, qui par ailleurs est une femme qui est une militante. Enfin, je dirais, elle milite au Printemps républicain. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle a une opposition avec la France insoumise. Mais c'est pas le moment. Vous voyez bien qu'il y a un moment. Mais c'est pour ça que je vous demande si ça vous interroge pas sur ce que représente aujourd'hui la France insoumise. Mais je pense que la France insoumise aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord le premier parti de gauche. C'est l'outil politique dont se sont dotés les Français pour passer l'ère de la social-démocratie, l'ère du hollandisme. À gauche, nous n'avions avant que cet outil-là. Eh bien, les Français ont dit non. En fait, c'est plus Hollande. Voilà, Cazeneuve, Valls et tout ça. Ça, c'est dehors. On veut une nouvelle gauche. Bon, ça confère des responsabilités. Ça confère, selon moi, l'obligation absolue morale de vouloir conquérir le pouvoir à gauche sur des idées émancipatrices, redistributrices, protectrices de l'environnement et plutôt que l'extrême droite. Voilà le moment dans lequel nous sommes. Donc, je suis pour tout faire pour éviter les diabolisations. La diabolisation, c'est le pire qui puisse nous arriver parce que ça veut dire que les gens ne regardent plus les programmes. Les moments électoraux... Est-ce que vous-même, au sein de la France insoumise, vous n'êtes pas victime de cette diabolisation? Vous êtes encore mise à l'écart. Ça fait 4 mois. Ça prendra fin le 7 mars, vous me le confirmez? Le 6 mars, normalement, oui. Il y aura un avant et un après? Vous reviendrez députer la France insoumise comme vous l'étiez il y a avant 4 mois? Mais madame, là où je suis, là est la France insoumise. Je dirais, je suis insoumise, peut-être même plus que d'autres. Donc ça, c'est pas le sujet. Moi, je pense que... C'est le sujet sur les méthodes quand même de votre parti. Est-ce que vous y êtes encore à l'aise aujourd'hui? Je veux aujourd'hui profiter de ce moment démocratique qui est l'élection européenne. Parce qu'une élection... Même quand il n'y a pas beaucoup de participation, comme ça peut arriver parfois pour les élections européennes, c'est le moment souverain. C'est le moment où les citoyens doivent lire les programmes, décider s'ils donnent mandat aux élus pour tel ou tel programme. C'est un moment important et je veux y concourir parce que je pense qu'il se passe des choses importantes à l'échelon européen. Je pense qu'il y a des enjeux importants à l'échelon européen. Aujourd'hui, Manon Aubry incarne ce programme que je soutiens et moi je veux aider à ce débat-là. Est-ce que oui ou non il faut élargir l'Union européenne? Est-ce que si on devait gouverner aujourd'hui et que l'Union européenne nous impose par exemple un pacte de stabilité qui nous oblige à avoir 24 milliards d'économies par an, est-ce qu'on l'acceptera? Est-ce qu'on désobéira? Moi je suis pour désobéir. Voilà, je suis pour qu'on incarne l'aspiration démocratique à tous les échelons. Bien sûr à l'échelon de mon parti, vous l'avez dit, mais bon, je l'ai beaucoup dit, mais surtout à l'échelon du pays. La 6e
6e République, il faut ôter les pouvoirs. Et sur l'après-européenne, Raquel Garrido, sur l'après-européenne, est-ce que vous discutez avec le PS, avec les Verts, avec le PC pour construire une autre NUP, vous, sans Jean-Luc Mélenchon? Non, là, j'ai pas besoin de construire une autre NUP. Je suis une députée NUPES. C'est-à-dire que quand les électeurs sont venus mettre un bulletin Raquel Garrido dans l'urne, dans la circonscription que j'ai arrachée à Jean-Christophe Lagarde, qui était le président de l'UDI, eh bien les gens ont approuvé un programme qui était le programme qui ressemble beaucoup à l'Avenir en commun. C'était en gros, comme je le disais tout à l'heure, tourner la page de la social-démocratie et du hollandisme, et une stratégie de rassemblement. C'est les deux pieds en fait de la NUPES. La stratégie de rassemblement actuellement, elle est en souffrance. Faut se le dire. Mais pas le programme. Bon, donc moi, je veux continuer à être utile et je considère que c'est mon mandat, c'est l'éthique. C'est l'éthique de mon mandat d'être fidèle à cela. Et j'essaie de le faire vivre, notamment avec le groupe de travail sur la 6e République que je copilote. Et nous sommes maintenant, par rapport à ce groupe de travail, dans une phase dans la société. Nous avons réalisé un grand meeting au Théâtre des Jazets la semaine dernière avec les collègues. 500 personnes, le Théâtre des Jazets plein. Et nous continuerons. J'irai à Grenoble, j'irai en Dordogne. Dans ma propre circonscription, je fais des auditions populaires sur la démocratie qui viennent se rajouter aux auditions parlementaires. Je vais continuer ce travail car il est important. Merci Raquel Garrido, merci beaucoup. Merci à vous.